J'ai donc développé tout mon travail de thèse avec Gérard Vergniaud. Et en fait, à travers ce travail de thèse, j'ai eu l'occasion, évidemment, de m'approprier autant que faire se peut la théorie de l'activité de Gérard Vergniaud. Et en même temps, comme je me suis intéressée à l'analyse des interactions verbales, puisque je m'intéressais à l'activité professionnelle qui suppose l'interaction avec autrui, que ce soit les situations d'enseignement, que ce soit les situations éducatives, que ce soit les situations de soins. Et donc, ça m'a amené à retravailler la théorie de l'activité de Gérard Vergniaud pour l'adapter aux situations supposant l'interaction avec autrui. Parce qu'elle n'était pas directement utilisable en l'état, même si elle était tout à fait essentielle pour, si vous voulez, être amenée, conduite à analyser des situations de travail. Donc, en d'autres termes, pour moi, la théorie, c'est vraiment un outil, l'outil du chercheur qui se préoccupe de compréhension d'une activité professionnelle. Et je dis bien compréhension. Ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, le titre, là, il peut paraître un petit peu elliptique, l'analyse de l'activité et la formation du sujet capable. Alors, quand on dit l'analyse de l'activité, il s'agit évidemment de l'analyse de l'activité professionnelle du sujet. Et quand je dis cela, analyse de l'activité du sujet, eh bien, je change de perspective par rapport à ce que traditionnellement on entend dans le cadre du champ de la didactique professionnelle, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à l'analyse de l'activité professionnelle en rapport avec le sujet, ou inversement, la façon dont le sujet va interagir avec son activité, la tâche, plus exactement. Donc, dans le titre, quelque part, il y a une tension entre tâche et sujet. Tâche et sujet, mais ici, en l'occurrence, puisque pour moi, je l'accroche résolument à la notion de sujet capable, ce qui m'intéresse, c'est comment développer le pouvoir d'agir du sujet à travers l'analyse de son activité de travail. Et c'est ça qui est formateur, constructeur de pouvoir d'agir. Voilà. Donc le sujet capable, pour en dire quelques mots dès maintenant, le sujet capable, c'est un concept qui a été développé par Pierre Rabardel. Vous avez d'ailleurs un livre qui a été coordonné par Rabardel et Pastré en 2005, qui est paru chez Octares autour de cette question. Et le sujet capable, c'est vraiment, dans la définition qu'en donne Rabardel, c'est le sujet qui dit « je peux ». Alors ça a l'air de rien, de travailler comme ça sur la capacité du sujet, sur son pouvoir d'agir, mais d'une certaine façon, ce qu'a proposé Rabardel, c'est un renversement paradigmatique. Alors pourquoi je parle de renversement paradigmatique? En fait, dans la conception des dispositifs de formation, traditionnellement, on se dit que ces dispositifs de formation doivent apporter la connaissance nécessaire pour que le sujet ensuite soit en mesure d'agir dans ces milieux de travail.
Ça, c'est la conception du sujet épistémique. D'abord, je construis de la connaissance et ensuite, je suis en mesure d'agir en fonction de la connaissance que j'ai acquise. Le sujet capable, c'est un sujet qui dit d'abord « je peux » avant de dire « je sais ». Le renversement est là. Donc, en d'autres termes, l'analyse de l'activité en question, elle vise à donner les moyens au sujet professionnel de se saisir comme un sujet avec une capacité à agir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais il me semble qu'on est là dans une conception qui, du coup, interroge les dispositifs de formation. C'est-à-dire en quoi tel ou tel dispositif de formation va favoriser la construction du pouvoir d'agir du sujet pour lui-même et par lui-même, ou est-ce qu'on est dans un dispositif de formation qui va, d'une certaine manière, donner ou fournir des connaissances à un professionnel pour que il soit en mesure de répondre à des référentiels de compétences qui caractérisent généralement, traditionnellement, les postes de travail. Voilà en gros la problématique qui est la mienne. Alors pour cet exposé, je vais vous présenter quelques principes de la didactique professionnelle, principes majeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en l'occurrence, associé à la présentation de ces quelques principes, je vais vous donner deux exemples particulièrement contrastés. Le premier exemple, c'est un exemple que j'emprunte à Pierre Parage, qui est un chercheur associé au CREN, qui est consultant par ailleurs et qui travaille dans les secteurs industriels, la maçonnerie, etc. Donc, ou d'une certaine façon, l'activité professionnelle en question, elle suppose l'interaction entre le sujet et des matériaux, des outils, des choses comme ça. Et le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est un travail de recherche que je conduis en collaboration avec des conseillers pédagogiques. Alors, je ne sais pas si vous avez l'équivalent ici au Canada, mais ce sont donc des formateurs d'enseignants, mais ce sont des formateurs de terrain. C'est-à-dire ce sont ceux qui accompagnent les professionnels dans l'analyse rétrospective de leur activité de travail. Voilà. Donc, vous verrez, ou en tout cas, mon intention, c'était de vous faire sentir ce passage entre une activité dans un champ, je dirais, qui ne suppose pas particulièrement l'interaction avec autrui, et inversement, un métier où l'interaction avec autrui est centrale pour faire ce métier. Alors, qu'est-ce que la didactique professionnelle? Donc, première idée importante, c'est l'idée que c'est un champ de recherche où se postule que la conception d'un dispositif de formation professionnelle doit intégrer l'analyse de l'activité réelle de travail telle qu'elle se déroule en situation. Alors, analyser l'activité réelle de travail, je dirais, c'est, bon, vous avez compris, hein, c'est le point nodal de la conception du dispositif de formation,
Mais aller analyser l'activité réelle de travail, ça suppose toute une démarche, toute une investigation, et ça suppose ou non une collaboration forte avec les professionnels. Pourquoi je parle de collaboration forte avec les professionnels? Parce que dans ce cadre-là, on se questionne sur eh bien, quelle activité réelle de travail va-t-on aller analyser? Et là, on voit bien qu'on peut se trouver dans des configurations différentes. Va-t-on analyser une activité de travail au regard de la demande d'un prescripteur? Ou va-t-on analyser une activité de travail au regard des besoins exprimés par des professionnels de comprendre ce qu'ils font? Donc là, vous voyez que déjà, il y a dès le commencement même de la recherche une problématique qui est tout à fait centrale et auquel il faut, pour laquelle il faut largement s'interroger quand on se lance dans l'analyse de l'activité dite réelle de travail. Alors derrière réelle, vous l'avez compris, c'est celle qui se déroule en situation, mais il y a situation et situation. C'est-à-dire qu'il y a des situations auxquelles on peut avoir accès facilement et d'autres situations qui ne sont pas facilement accessibles, surtout dans des métiers qui supposent, je dirais, une interaction avec d'autres personnes dans des situations particulièrement délicates. Je pense par exemple dans le secteur de la santé, comment peut-on avoir accès à la toilette faite à une personne âgée par exemple? Vous voyez? Donc ça pose des problèmes déontologiques qu'il faut effectivement mettre au travail et questionner. Deuxième idée, en formation, avant de dire ce qu'il faut faire, on va commencer par observer l'activité professionnelle en situation pour comprendre les concepts organisateurs de l'action. Là, à travers cette expression, on a donc, pour moi, quelque chose qui est important, c'est la finalité de ce que l'on va faire quand on analyse. Donc, quand on analyse, la finalité, c'est comprendre, avoir accès au concept organisateur de l'action. Alors là, quand on parle comme ça, il y a un présupposé qui est que toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit, est de nature conceptuelle. Quelle qu'elle soit. Ce qui veut dire que même pour une activité socialement dévalorisée, socialement disqualifiée, le principe sous-jacent, c'est de dire que cette disqualification sociale n'a rien à voir avec la nature conceptuelle de la tâche. Voilà. Bon. Ça veut dire aussi que quand j'observe une activité professionnelle, je ne vais pas, bien évidemment, m'arrêter au comportement, au savoir-faire. Vous voyez? Ça, pour moi, c'est une dimension tout à fait périphérique de la tâche. Mais mon objet, c'est d'essayer de comprendre quels sont les principes tenus pour vrais par un professionnel en situation. Alors, quand je dis principes tenus pour vrais, c'est comprendre les raisons de l'acteur. C'est pour ça que je parle de comprendre. Qu'est-ce qui fait
qu'il s'y prend de telle et telle manière. Et même si, en tant qu'observateur, surtout quand on est du même domaine, du même champ professionnel, on pourrait se dire, moi je ne ferai certainement pas comme ci, comme ça, ce qui est totalement à bannir quand on analyse une activité de travail. Hein. Mais indépendamment de ce que je peux penser ou du jugement que je peux penser, l'objet, c'est véritablement d'analyser et donc de comprendre les raisons qui font que cet acteur en situation agit comme ça. Donc ça veut dire que je reconnais dans toute activité de travail, hein, je reconnais une rationalité dont est porteur le professionnel, même si ça ne me convient pas et même si ce n'est pas en référence à des normes de bonne conduite, de bien faire ou de comportements jugés adaptés. Le premier point, j'ai commencé à l'évoquer. Toute activité professionnelle est organisée par des concepts. Mais je voudrais là faire, pour aller un petit peu plus loin, prendre en compte ces idées d'interaction, c'est-à-dire de travail qui suppose l'interaction avec l'autre. Je le prends comme... j'y fais référence là un petit peu parce que les interactions, elles sont soumises à beaucoup d'aléas. Elles sont soumises à une grande variabilité. Un même professionnel, il va interagir avec une personne, avec une autre, peut-être pas forcément de la même manière, et heureusement. Il ne va pas s'y prendre pareil, si vous voulez, suivant son interlocuteur. Bon, ce même acteur qui agit avec l'autre et sur l'autre, quand il a des finalités de formation ou des finalités de soins, il est lui-même autre entre le matin et la matinée, suivant qu'il a mal dormi la veille, ou qu'il a fait la fête, ou que voilà, il est très heureux ce jour-là, et de fait, il n'aura pas non plus la même manière de s'y prendre avec l'autre. Mais ce qu'il y a derrière cette idée-là, c'est que même confronté à une grande variété de situations, même confronté à une grande variété, quand je prends l'exemple des interactions, grande variété due à l'aléa, etc., l'idée, c'est de dire, derrière, il y a une certaine organisation, une structure, des concepts organisateurs qui peuvent être les mêmes en fonction d'un champ professionnel, en fonction d'une situation professionnelle, et y compris en fonction des sujets et des valeurs qui sont celles du sujet et des principes que ce sujet-là tient pour vrai. Voilà. Donc ça a l'air banal de dire ça, mais en même temps, c'est porteuse d'un enjeu fort parce que ça veut dire qu'on a à sa disposition une théorie et des outils méthodologiques qui permettent d'avoir accès à ces organisateurs implicites de l'action. Souvent, ces concepts, au cœur de l'action, ne sont pas verbalisés par les professionnels. Ils sont la plupart du temps implicites non conscients. Alors, dans les milieux professionnels qui supposent d'interagir avec des machines ou avec du matériel, souvent les collectifs de professionnels
mettent en mots ce concept organisateur. C'est par exemple le travail qu'a fait Pierre Pastré sur l'interaction entre des opérateurs et par exemple, les presses à emboutir et à former des objets plastiques dans la plasturgie, voilà, ou quand il parle de cet exemple, il évoque le concept de bourrage. D'accord? Donc, le concept de bourrage, on voit les professionnels dans leur dialogue qui parlent de bourrage, mais identifier la nature conceptuelle du bourrage, c'est quand même autre chose que de dire ah ben, les professionnels le disent, alors c'est directement accessible, où est le problème? Ok? Donc tout le travail de l'analyse, c'est d'identifier la nature conceptuelle de ces formes de verbalisation qui circulent entre les personnes, et c'est cette reconnaissance de la de la dimension conceptuelle d'un langage professionnel qui s'échange qui n'est pas forcément évidente. Bon. Dans les métiers qui supposent l'interaction avec autrui, on a aussi le même problème. C'est-à-dire celui de capter des formes langagières qui peuvent rendre compte d'une certaine conceptualisation nécessaire de l'activité qui, d'une certaine manière, permet d'engendrer la capacité à agir. Et ça, ce n'est pas évident du tout. Donc, identifier les concepts organisateurs d'une activité professionnelle est l'objectif poursuivi par l'analyse du travail. On ne va pas s'intéresser seulement au comportement directement observable. Derrière la pratique directement observable, ce qui va nous intéresser, ce sont les concepts qui font que le sujet, tel ou tel sujet professionnel, procède de telle et telle manière. Voilà. Un autre point qui est très important, c'est l'idée que l'analyse d'une activité, quelle qu'elle soit, suppose le recueil de traces. Alors, ça peut être des vidéos, mais les vidéos ne sont pas toujours possibles, suivant les milieux professionnels dans lesquels le professionnel agit. D'ailleurs, ça devient de plus en plus difficile d'utiliser la vidéo. Hein? Si je prends le domaine de l'enseignement ou le domaine de la santé, aller filmer dans un secteur professionnel, aller filmer dans une école, ben c'est très coûteux, en demande d'autorisation, etc. Il y a une suspicion qui est portée sur l'image et sur l'usage qu'on peut en faire. Donc ça, c'est le recueil sous forme vidéo est devenu extrêmement difficile. On a un autre moyen de recueillir des traces, c'est l'enregistrement audio, particulièrement quand il s'agit de, quand on s'intéresse comme moi aux interactions verbales. Là, l'enregistrement audio, c'est beaucoup plus facile dans la mesure où un enregistrement, une transcription, à partir du moment où vous n'identifiez pas quel est le lieu où a été fait cet enregistrement, préserve beaucoup plus facilement l'anonymat et est beaucoup plus facilement accessible. Maintenant, quand on ne peut faire ni l'un ni l'autre, il y a ce qu'on appelle les traces secondes. Les traces secondes, c'est-à-dire la mise en place d'entretiens dits d'explicitation. Moi, personnellement,
je parle plus exactement de co-explicitation. Pourquoi je parle de co-explicitation? Eh bien, parce que dans la conduite des entretiens que je peux mener avec des professionnels, je m'appuie systématiquement sur le recueil de traces de l'activité. Donc, enregistrement, transcription ou je m'appuie sur des notes d'observation aussi fidèles que possible, mais mon souci, c'est de les mettre en discussion avec le professionnel. Voilà. Ça, c'est pour moi la grosse différence avec ce que l'on sait sur les entretiens d'explicitation, hein, puisque vous connaissez tous les fameux travaux très intéressants de Pierre Vermerge sur l'entretien d'explicitation. Vous devez aussi sans doute connaître l'instruction au sosie d'Yves Clos. Oui, tout ça vous parle. Bon, moi, je ne procède pas comme ça. Et je ne procède pas comme ça pour une raison qui est pour moi tout à fait importante dans le travail que je mène avec le professionnel, c'est de rendre compte au professionnel non seulement des traces que j'ai recueillies de son activité, mais de ce que j'en fais et de mes propres analyses. Et ce que je poursuis à travers la co-explicitation, c'est de mettre en débat mes analyses. Voilà. Alors, vous pouvez me dire, ah ben, si le professionnel n'est pas d'accord, l'idée de la co-explicitation, c'est effectivement d'engager un dialogue avec le professionnel qui peuvent prendre la forme de dispute au sens noble du terme, mais finalisé par l'accord des deux parties, et du professionnel et du chercheur. Voilà. Au nom de quoi je fais ça? Eh bien, au nom d'un principe majeur en didactique professionnelle qui consiste à dire que tout professionnel possède des savoirs expérientiels qui lui sont propres et que ne possède pas le chercheur. Le chercheur, il a une théorie de référence, il a une méthodologie d'analyse, il a donc des outils qui sont liés à son activité de chercheur, mais tout professionnel est porteur d'un savoir qui est le sien, et ce savoir expérientiel, pour être élucidé dans la perspective de travail qui est le mien, cette élucidation passe par une coélaboration avec le chercheur. Voilà. Donc, en d'autres termes, les savoirs expérientiels d'un côté, les savoirs théoriques sont là mis en confrontation entre le chercheur et le professionnel afin d'élaborer une théorie de l'action du sujet conjointement partagée. Pour moi, ça, c'est tout à fait essentiel. Et c'est en ça, d'ailleurs, que moi, personnellement, je ne travaille pas complètement dans le même sens qu'un certain nombre de mes collègues qui sont centrés sur l'analyse de la tâche et qui, à partir de l'analyse de la tâche, tentent et souvent présentent des travaux très intéressants sur l'identification de la structure conceptuelle de la tâche. D'accord? Mais c'est plus un regard de chercheur sur une activité qu'un regard de chercheur avec un professionnel sur une activité. Alors, enjeu de ce champ de recherche. Bon. Vous savez que ce champ de recherche a été initié par Gérard Vergniaud, repris par Pierre Pastré. Je pense que là maintenant, ces travaux se sont suffisamment diffusés pour que vous soyez tous au courant.
Donc, pour Gérard Vergniaud comme pour Pastré, l'enjeu de ce champ de recherche, et c'est aussi le mien évidemment et tous ceux qui travaillent dans ce champ, c'est d'identifier les connaissances opératoires inscrites au cœur de l'action. Alors les connaissances opératoires, elles ont été formalisées diversement par Vergniaud et Pastré, pour ne citer que cela, et en particulier dans le champ des activités professionnelles, Pastré a verbalisé la notion de concept pragmatique. D'accord ? Donc ces concepts pragmatiques qui sont finalisés par l'action et en particulier qui servent au diagnostic de l'action. Voilà, diagnostic de l'action en situation. Ces connaissances opératoires, de mon point de vue, elles ne sont pas seulement finalisées par l'action du sujet. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'en analysant des interactions humaines, on se rend compte qu'il y a aussi des concepts opératoires qui sont finalisés par le positionnement du sujet vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de lui-même. Sous-entendu, il y a des concepts opératoires de niveau intersubjectif dans la mesure où les sujets professionnels, et là je parle de sujets professionnels, ont aussi une image à défendre. Ils ont aussi des enjeux qui sont liés à leur personne et à la place qu'ils veulent prendre dans une communauté de travail. Donc, concept opératoire, de mon point de vue, ça regroupe un ensemble de concepts qui servent l'action, mais de mon point de vue, il n'y a pas que des concepts pragmatiques tournés vers la gestion de la tâche, mais il y a aussi des concepts de niveau relationnel, intersubjectif, et qui visent à permettre une adaptation dans le rapport à l'autre. Et c'est tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, dans certains milieux de travail, voire dans tous, vous savez combien les enjeux intersubjectifs peuvent surdéterminer les enjeux pragmatiques. Non? Il n'y a que moi qui ai cette expérience-là? Hein? Bon, où vous êtes dans une salle de réunion, normalement, ces réunions, elles visent l'action, n'est-ce pas? Et puis, on voit dans les prises de parole des uns ou des autres que quelquefois, les enjeux de l'action passent au second plan et ceux qui sont plutôt privilégiés, c'est les problèmes de pouvoir et de relations interpersonnelles. Bon, vous le vivez vous aussi. Je ne suis pas toute seule. Voilà. Donc, concevoir des situations de formation qui combinent connaissances théoriques ou techniques et connaissances pratiques ou opératoires, c'est-à-dire des connaissances qui se construisent dans l'expérience. Alors là, on se retrouve avec la fameuse tension théorie-pratique, pratique-théorie pratique, comme le disait, ou comme le dit encore Madame Alté, Marguerite Alté. Bon. Si vous voulez, dans le champ de la didactique professionnelle, on a un peu le sentiment que, quelque part, on est dans un faux débat. Pourquoi est-on dans un faux débat? Parce que si on part du principe que pour concevoir un dispositif de formation, on va aller analyser l'activité en situation de travail, forcément, on est là confronté à de l'activité qui est d'une certaine manière porteuse à la fois de connaissances liées au champ du travail et en même temps
d'un registre de connaissances qui échappe à ce pourquoi ils ont été formés. Parce qu'en d'autres termes, s'il suffisait de suivre une formation pour ensuite devenir un bon professionnel, eh ben, ça se saurait. Or, notre expérience à tous de la formation montre que ce n'est pas parce que on a pu être un formidable étudiant d'université ou d'ailleurs que pour autant on sera un excellent professionnel. N'est-ce pas? Bon, ça veut donc bien dire que quand on arrive dans un milieu professionnel, ce milieu professionnel, quel qu'il soit, mobilise un corps de savoir qui ne sont pas particulièrement dispensés dans des formations qui sont faites pour ça. Okay? Par ailleurs, le professionnel, il doit se construire en tant que professionnel dans un groupe de professionnels. Et là aussi, il y a tout je dirais, un corps de connaissances expérientielles qui relève de la compréhension des règles de fonctionnement d'un groupe professionnel. Ça aussi, ça fait partie des connaissances opératoires. Parce que si vous ne vous intégrez pas dans un groupe professionnel, eh bien, vous n'arriverez pas à faire votre métier avec toute la capacité d'action dont vous êtes porteur. Si vous êtes rejeté d'un groupe, d'une certaine façon, c'est un contexte qui tout à fait délétère, qui vous empêche d'agir et qui vous empêche d'optimiser votre pouvoir d'agir. Bon, permettre à des professionnels de dialoguer avec leur situation. Pastré aime bien cette formule, moi aussi. Bon, elle renvoie aux travaux de Schoen, je n'insisterai pas, mais simplement dialoguer avec une situation de travail. Voilà. Comment on dialogue avec une situation de travail? Comment on aide, on accompagne un professionnel à dialoguer avec ces situations de travail? Là, pour moi, est l'enjeu de la formation. Vous voyez? C'est d'une certaine façon, ça questionne les conditions à mettre en œuvre pour qu'un professionnel soit en mesure de dialoguer avec ces situations. Dialoguer, c'est-à-dire ne pas être dans un rapport de jugement avec lui-même et avec son activité, mais à véritablement accepter de rentrer dans un rapport d'analyse avec ce qu'il fait. Alors, l'exemple 1, dans le secteur de la maçonnerie, exemple, travail de recherche, si je puis dire, mené par Pierre Parage dans le champ, en CFA d'ailleurs, auprès d'apprentis maçons. Alors, une activité emblématique du métier de maçon consiste à élever des murs. D'accord? Un concept organisateur de cette activité est le calpinage. Qu'est-ce que c'est que le calpinage? C'est croiser des briques pour garantir la solidité du mur. Alors, calpinage, c'est donc un terme technique qui circule dans le métier, voyez, qui a un sens partagé par une communauté professionnelle, hein, qui est donc cette activité qui permet d'assurer la solidité du mur. Une règle de métier est associée à ce concept organisateur de l'activité de montage d'un mur. Il ne peut y avoir moins d'un tiers de la longueur d'une brique entre deux joints verticaux. Ça va l'idée? Hein? Bon.
Problème. Selon la longueur du mur et ou la réservation d'ouverture à prévoir, il devient très difficile de respecter la règle. Ça ne tombe jamais juste. Ignorer cette règle, écrit Pierre Parage, c'est exposer le maçon au coup de sabre. Alors là, le terme n'est plus un terme que l'on peut trouver dans les manuels permettant de monter un mur, mais c'est un terme partagé entre les professionnels. On tombe là sur des concepts qui se sont construits dans le cadre de l'expérience. Qu'est-ce que c'est que le coup de sabre? Et souvent, les professionnels entre eux parlent sous forme de métaphore, d'ailleurs. Ça, on retrouve beaucoup ça dans le langage professionnel, dans l'échange autour de concepts organisateurs de l'activité. C'est une métaphore qui laisse supposer qu'une accumulation sur un même axe vertical de joints proches de se chevaucher, est-ce que vous voyez voilà, autorise le passage d'un sabre, détruisant ainsi la construction. Et vous pouvez remarquer, d'ailleurs, vous l'avez peut-être fait, dans certains édifices publics qui supposent l'élevage de murs avec des pierres, etc., que souvent les murs se fendent à un endroit où effectivement les joints peuvent se retrouver à proximité sur une ligne verticale. Question de parage, comment faire? Il n'y a pas véritablement une solution unique, mais il y a des réponses meilleures que d'autres. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, on considère que quand on fait de l'analyse de l'activité, on a forcément une réponse et une seule pour être efficient dans le rapport à la tâche. Même dans ces métiers-là, on n'a pas forcément une solution, ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve, ça dépend du type de matériaux, etc. Il y en a plusieurs. Ces réponses, écrites par Parage, supposent notamment une forte anticipation dans le choix de l'emplacement des briques que l'on est amené à couper pour respecter les codes du mur. Le maçon compétent est celui qui maîtrise le coup de sabre. Dans les centres de formation pour apprentis en France, on apprend à prévoir et à effectuer le calpinage dans les règles de l'art, mais il se trouve que les enseignants techniques proposent pour faciliter l'apprentissage des exercices pratiques intégrant des codes qui ne font jamais apparaître le coup de sabre. Sous-entendu, on leur donne à faire des exercices qui apprennent la technique du calpinage, d'accord? Mais on n'aborde absolument pas avec eux des situations problématiques. Conséquence, ce n'est que dans l'entreprise, avec l'expérience, voire en imitant un collègue confirmé, que les apprentis maçons progresseront en jouant notamment sur l'épaisseur des joints. Hélas, aujourd'hui, les nouvelles exigences du métier, bâtiment à basse consommation, ont introduit des matériaux nouveaux, sans joints, aussi plus rares encore sont les maçons qui maîtrisent le coup de sabre avec les nouveaux matériaux. Donc, en d'autres termes, ce savoir expérientiel, celui du coup de sabre, se perd. OK? Et du côté de la formation, le coup de sabre, les phénomènes de coup de sabre, donc ces situations problématiques ne sont pas prises en compte. Donc là, on voit bien comment les situations de travail expérientielles, dans le cadre de l'expérience, in situ, sur site,
donne à voir des concepts organisateurs qui ne sont pas prévus en formation. Et d'un autre côté, ça permet aussi de voir qu'en formation, si on prenait véritablement en compte ces situations réelles de travail des maçons, eh bien, ça permettrait d'enrichir la formation de maçons. Dans cet exemple-là aussi, on voit bien que l'analyse du chercheur, elle porte sur la tâche. Elle est centrée sur la tâche, sur l'activité même de construction de maçon, c'est-à-dire sur la production. Deuxième exemple, là que je vous présente, c'est un contrat de recherche que j'ai avec l'ANCP, l'Association nationale des conseillers pédagogiques en France, et en particulier avec les conseillers pédagogiques, un groupe de conseillers de Loire-Atlantique. Donc, dans cet engagement et collaboration de recherche, je travaille avec une quinzaine de professionnels du conseil qui souhaitent collaborer avec le chercheur, en l'occurrence moi, pour trouver des réponses à leurs préoccupations professionnelles. Donc effectivement, ça a commencé par une prise de contact avec un conseiller pédagogique qui me dit « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Voilà, dans le cadre de l'association, on a besoin de comprendre enfin, on a un certain nombre de difficultés, plus exactement, dans notre activité de conseil auprès des débutants, et on aimerait bien en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Donc, ce que je leur ai proposé en termes de dispositifs de recherche, c'est une recherche collaborative concernant l'analyse des entretiens de conseil problématiques pour eux. Alors là, ça a été une première difficulté en termes de dispositifs de formation recherche, parce que quand je leur ai demandé des situations problématiques pour eux, ils n'étaient pas en mesure de me donner des situations problématiques pour eux. Ils pouvaient me parler de leurs difficultés, mais parler de ces difficultés, ce n'est pas forcément évoquer une situation problématisée. Je dis quelques mots sur cette recherche collaborative parce qu'elle a un certain nombre de caractéristiques auxquelles je tiens particulièrement. Premièrement, je ne sais pas travailler avec des professionnels qui ne sont pas volontaires pour ça. Je ne sais pas le faire. Alors ça, c'est un point particulier parce que ça veut dire que quand il s'agit d'une formation obligatoire, ça coince un petit peu si tout le monde a l'obligation de venir. Donc je ne travaille qu'avec ceux qui veulent effectivement s'engager dans un processus d'analyse de leur activité. Deuxièmement, contrat de communication. Alors là encore, ça a l'air d'être particulièrement banal, puis on peut se dire qu'effectivement c'est normal qu'on ait un contrat de communication. Mais pour moi, ce qui m'importe particulièrement dans cette idée de contrat, c'est l'idée que autant les professionnels que le chercheur vont collaborer à la mise en œuvre de cette activité de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les professionnels dans ce contrat s'engagent à enregistrer et transcrire les situations qui les concernent, et le chercheur s'engage à les accompagner dans l'analyse de ces transcriptions. Donc vous voyez que c'est un contrat qui est quand même lourd, puisque ça engage véritablement je dirais les partenaires, ça les engage en termes de travail. Ok ?
j'ai indiqué prise de risque. Pourquoi prise de risque? Eh bien, à partir du moment où on enregistre, on retranscrit une de ces situations de travail, c'est particulièrement engageant pour la personne quand elle se retrouve au niveau du collectif, parce que ça veut dire que cette personne accepte de partager au niveau d'un collectif son activité de travail. Et c'est beaucoup plus engageant que de parler de son activité de travail. Parce que quand on parle de son activité de travail, bon, on dit ce qui est important pour soi, vous voyez? Mais là, partir des traces de son activité de travail, ça veut dire que, d'une certaine façon, la prise de risque est importante puisque on donne à lire et à partager la lecture avec d'autres professionnels. Le chercheur lui-même, il est aussi dans cette prise de risque puisqu'il s'engage à analyser et à transmettre aux professionnels le résultat de ses analyses. Bon. Et d'autre part, ce qui importe pour moi, c'est un suivi longitudinal, c'est-à-dire ça suppose un engagement sur une durée d'au moins 2 ans, à raison, en gros, de 4 demi-journées par an. Alors, ce n'est pas extrêmement dispendieux en temps de formation, puisque 4 demi-journées par an, ça fait 2 jours par an. Sauf que, comme ces 4 demi-journées, elles sont distribuées dans l'année, on a, si vous voulez, de séance en séance, une optimisation, une maturation du travail qui a été fait dans la séance précédente. Et ça, personnellement, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, la première fois donc que j'ai rencontré les CPC, donc là, ils m'ont exprimé pourquoi ils voulaient travailler avec moi. Donc, ce listing qui est là, c'est un listing qui est élaboré par eux, dans la mesure où je leur ai dit qu'à des fins de recherche, il était très important que je puisse garder des traces de différentes étapes de la recherche. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir dans ces différents temps des éléments qui nous permettent, à eux et à moi, de voir comment le groupe se développait dans la construction de ses propres savoirs. Et c'est très important pour des professionnels aussi de leur fournir des éléments leur permettant de voir par eux-mêmes et pour eux-mêmes, comme je vous ai dit, leur propre cheminement. Et pour prendre en compte ce propre cheminement, on a besoin de traces. Donc voilà comment s'exprimer les difficultés. Le stagiaire ne suit pas les conseils donnés. Y a-t-il un conseiller pédagogique ici dans la salle? Non? Non? Personne, malheureusement? Bon. Mais je crois que ça, c'est international. Tous les conseillers pédagogiques, qu'ils soient allemands, français, canadiens, québécois, ou voilà, je pense qu'ils peuvent s'exprimer comme ça. Le stagiaire résiste pendant l'entretien, soit sous forme de résistance active, il réfute toutes les propositions des CPC. CPC, ça veut dire conseiller pédagogique. Et en France, on a des conseillers pédagogiques de circonscription, c'est-à-dire ce sont des zones géographiques dans lesquelles les conseillers pédagogiques interviennent sous la houlette, c'est-à-dire sous la responsabilité d'un inspecteur d'éducation nationale. Entre nous soit dit, dès qu'un conseiller pédagogique arrive dans une classe, d'une certaine façon, il représente une certaine figure de l'inspecteur. Et l'inspecteur, c'est celui qui note, et voilà. Bon, donc ils ne sont pas dans une position facile
pour développer leur activité de conseil. Donc, soit une résistance active, soit une résistance dite passive, c'est-à-dire où le débutant accepte tout, il dit toujours oui, mais il ne change rien à sa pratique professionnelle. Voilà. Autre difficulté, c'est quand un stagiaire se dévalorise. Quand un stagiaire pleure, faut comprendre qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir un véritable dialogue avec un stagiaire qui pleure qu'avec un stagiaire qui accepte effectivement d'analyser son activité de travail. Donc, le stagiaire qui se dévalorise, le stagiaire qui pleure, le stagiaire qui est dans une autosatisfaction excessive, et il y en a, c'est-à-dire qu'il ne voit pas où est le problème. Le stagiaire qui attend des recettes, ben vous êtes venu me voir pour me conseiller, vous devez me dire là maintenant ce que je dois faire. Et le stagiaire qui impose un thème inattendu problématique. C'est-à-dire là, c'est typiquement des entretiens de conseil où le conseiller a observé la situation. Il a donc l'intention, ou pour lui c'est important, dans un temps réglé d'aborder tel ou tel problème, et où le stagiaire le déporte sur complètement autre chose. Voilà. Et où du coup, il se sent en difficulté parce qu'il se dit quand est-ce que je vais pouvoir, à quel moment je vais pouvoir aborder avec le stagiaire ce qui est particulièrement sensible dans ce que j'ai observé. Voilà. Alors, on est face à un groupe de professionnels qui tous expriment les difficultés qu'ils rencontrent. À la fin de la première séance de travail, alors dans cette séance de travail, moi je leur ai présenté mes outils théoriques, c'est-à-dire la théorie de Gérard Vergniaud, je leur ai présenté ma démarche d'analyse et on a travaillé sur un entretien de conseil pour amorcer d'une certaine façon le type d'engagement réciproque. Alors, ce travail-là est important parce que d'une certaine manière, il donne une orientation au travail que l'on fait ensemble. Et le travail que l'on fait ensemble, c'est conceptualiser une pratique professionnelle. C'est cet orient-là qui est donné à la formation. Parce qu'on peut avoir bien d'autres formes d'analyser une pratique professionnelle. Quand on pense au dispositif d'analyse de pratique, d'orientation psychanalytique, d'orientation clinique, etc., là, l'orientation, d'une certaine manière, elle est donnée par la mise au travail du chercheur avec les professionnels. Voilà. Alors, d'une certaine façon, suite à ce premier travail, voilà comment les professionnels, et là encore c'est leur trace que j'utilise, ont formalisé les problématiques qui étaient les leurs. Et si on regarde comment maintenant ils formulent le problème, comment dire ce que j'ai à dire sans fâcher le stagiaire? Comment répondre aux attentes, questions du stagiaire sans perdre les objectifs de formation retenus lors de l'observation? Comment concilier activité de questionnement ouvert menant à une analyse réflexive et activité de conseil? Si on regarde d'un peu près ces questions, eh bien, on se rend compte que dans chacune d'elles, on a deux registres en tension. Comment dire sans fâcher? Le dire, c'est véritablement aborder ce que l'on a à dire, mais sans fâcher, ça veut dire sans provoquer une réaction émotionnelle chez le stagiaire. Donc on a là en tension les enjeux de contenu, ce qu'on a à dire, et les enjeux intersubjectifs inhérents à toute interaction entre des personnes.
comment répondre aux attentes questions du stagiaire sans perdre les objectifs de formation retenus lors de l'observation. Donc là, on a à nouveau une deuxième tension qui est formalisée, à savoir les attentes du stagiaire qui est mis en tension avec les objectifs de formation du formateur. Troisième tension, comment concilier activité de questionnement ouvert menant à une analyse réflexive et activité de conseil. Donc là, la tension, elle est entre activité réflexive pour lequel le conseiller pédagogique, d'une certaine manière, travaille. Et je ne sais pas si ici, on est dans le même modèle au Canada qu'en France. Savoir le modèle du praticien réflexif, c'est aussi partagé ici pour les conseillers, donc où ils doivent amener le stagiaire à une analyse rétrospective de son activité. Donc là, encore une fois, dans quel sens je travaille, c'est-à-dire est-ce que je vais plutôt valoriser l'activité réflexive ou à contrario, est-ce que je vais plutôt valoriser la fonction de conseil, c'est-à-dire le fait de dire au stagiaire ce qu'il est bien, d'une certaine manière, de faire. Vous voyez qu'il y a là aussi tension. Donc, je ne sais pas si vous sentez bien l'écart entre la formulation de difficultés énoncées les unes derrière les autres en fonction cette énumération précédente avec ici la première formalisation du problème. Mais vous voyez que fin de première séance, ça va relativement vite, c'est-à-dire qu'en les accompagnant dans l'analyse de ce qui est en train de se passer dans le cadre d'un entretien, tout à coup, c'est l'analyse qui est porteuse, je dirais, d'une émancipation par rapport à une première formulation de ces difficultés, mais qui aide, d'une certaine façon, à déjà généraliser ou s'abstraire de difficultés singulières pour le formaliser en termes de problématiques. Alors, le but de l'analyse avec les professionnels, c'est donc repérer les concepts en acte. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette notion, en acte, mais ça renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une autre manière de le dire. Parler des concepts en acte, ce sont les concepts au cœur de l'action, ce sont des concepts organisateurs de l'action, ce sont ces concepts qui sont au cœur de l'action et dont n'ont pas forcément conscience les professionnels. Donc, concept en acte, c'est par l'expression, qui est celle de Gérard Vergniaud, repris par Pierre Pastré. Concept en acte, c'est par opposition à concept formalisé, verbalisé, mis en mots. Ça va, cette distinction? Donc, identifier les concepts en acte, organisateurs de l'activité interactionnelle, qui permettent aux professionnels de s'adapter à la variété des situations auxquelles ils se trouvent confrontés, tout en cherchant à rester ferme sur ce qui lui paraît essentiel. Alors là, vous avez une tension. Tension entre variabilité des situations auxquelles un professionnel du conseil est confronté. Ce n'est pas la même classe, ce n'est pas la même école, on n'est pas dans le même contexte scolaire, on n'a pas affaire aux mêmes stagiaires. Vous avez des stagiaires engagés, vous avez des stagiaires volontaires.
bon, vous aviez d'une certaine manière une certaine catégorie de stagiaires qui était déjà énoncée dans les difficultés évoquées par les conseillers. Ça va? Bon. Et en même temps, restez ferme sur ce qui paraît essentiel au conseiller pédagogique. D'une certaine façon, ce dont on s'est rendu compte avec les conseillers pédagogiques, c'est que chaque conseiller pédagogique avait tenait des principes tenus pour vrais sur l'activité d'enseignement. Et que quel que soit le stagiaire, eh bien, il les ramenait sans arrêt à ces concepts organisateurs de leur activité de conseil. Par exemple, vous aviez des conseillers pédagogiques pour lesquels l'essentiel était de la disponibilité de l'enseignant à l'écoute de l'élève. D'accord? Donc, quelle que soit la variété des situations, on voyait fort bien comment le conseiller pédagogique ramenait à cette idée qui était pour lui essentielle, la disponibilité de l'enseignant à la prise de parole des élèves, quel qu'il soit. Vous aviez un conseiller pédagogique qui était particulièrement sensible à la place donnée aux élèves en difficulté en classe, à leur prise de parole, etc. Donc, on voyait dans ce cas-là comment le conseiller pédagogique ramenait le stagiaire, quel qu'il soit, sur eh bien, un tel là qui n'a rien dit, qui est-il, pourquoi n'était-il pas présent dans les échanges, etc., etc. Bon. Alors, l'analyse, là, je ne vais pas m'étendre dessus puisque ce serait trop long et puis ce n'est pas l'objet ici. Je l'ai particulièrement développé dans un de mes ouvrages, la méthodologie d'analyse des interactions verbales. Mais en gros, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'elle relève d'un croisement de deux théories. Donc la théorie de l'activité de Vergniaud et une théorie linguistique interactionniste, celle de Catherine Kerbrat-Orecchioni. Alors, théorie interactionniste, celle de Kerbrat-Orecchioni. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est son analyse interactionniste des échanges. Généralement, c'est ce qu'on voit le plus couramment développé. C'est une analyse des échanges en forme d'items. Items, par exemple, autour de critères. Par exemple, on vous dira, au cours d'une interaction, on va compter le nombre de questions. On va compter le nombre d'affirmations. Par rapport aux questions, on va repérer les questions ouvertes, les questions fermées, etc. Et on peut aller jusqu'à un détail très fin d'un format d'analyse d'échanges verbaux. Ça, c'est un type d'analyse, ce n'est absolument pas ce que je pratique personnellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire qui se construit entre les interlocuteurs. C'est quelle histoire se construit-il? Est-ce que, d'une certaine manière, on peut caractériser cette histoire? Est-ce qu'on peut, en d'autres termes, décrire l'intrigue? C'est quoi l'intrigue? Eh bien, c'est comment ces interlocuteurs qui se rencontrent, comment démarrent-ils leur histoire commune? Comment éventuellement rencontrent-ils ensemble des problèmes, des difficultés? Comment les surmontent-ils? Qui est le héros de l'histoire? Vous voyez? Donc c'est une analyse qui veut rendre compte du cheminement des échanges dans le temps.
comment il chemine et quelles sont les épreuves qu'il rencontre. Alors, vous avez ici un exemple pour vous permettre de tâter un peu du doigt le type d'analyse que je développe. Donc là, vous avez, c'est donc une situation problématique présentée par un des CPC. Donc CPC, c'est le conseiller, T2, c'est donc le titulaire deuxième année. Donc c'est un enseignant débutant. Mais là, je n'ai pas de cahier pour les maths. Conseiller, tu n'as pas de cahier pour les maths. Donc là, et là, le conseiller me dit, bah, j'étais tétanisée. Je découvrais que les élèves n'avaient pas de cahier de mathématiques. Donc, il me dit là, j'étais complètement déroutée. Je ne m'attendais absolument pas pour des élèves de CM2 à être confrontés à ce problème. T2, ben eux, je sais que tous les collègues n'en ont pas forcément. Au début, j'avais pensé le faire et puis j'ai vu que j'y arrivais pas, quoi. Que voit-on en termes de positionnement du T2? Eh bien, on voit qu'il s'appuie sur le collectif d'enseignants pour justifier son positionnement. Donc, il le justifie de deux manières. Premièrement, ben, les collègues font ça. Donc, on voit le contexte qui arrive dans l'entretien. Et les interactions sont particulièrement sensibles au contexte dans lequel elles sont à l'œuvre. Donc, tous les collègues, donc je ne suis pas tout seul, je suis tous. Et puis, je voulais le faire, donc il en avait malgré tout l'intention, c'est-à-dire sous-entendu, il dit au conseiller pédagogique que bien sûr, il sait que c'était attendu. Et suite à ça, une argumentation sur le registre de son pouvoir d'action, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Donc déjà, on a là une problématique d'un stagiaire qui dit, enfin pas d'un stagiaire, d'un titulaire deuxième année, qui dit qu'il sait ce qu'il faut faire. D'une certaine manière, il fait comme les collègues et que de toute manière, il est épuisé et il ne peut pas le faire. CPC, moi je crois qu'il faut que tu t'interroges en termes de, on voit le malaise du CPC qui ne sait pas trop comment lui dire que tout de même, il faudrait que les élèves aient un cahier de mathématiques. Donc on voit comment il est sans doute pris à ces tensions entre dire ce que le débutant doit faire et qu'il ne fait pas, et en même temps préserver le débutant. T2, parce que faire les leçons, il faut les préparer. Enfin, j'arrive déjà pas à fournir, à cause des corrections en particulier, qui me prennent le plus gros de mon temps de travail. C'est pour ça que c'est pas normal, quoi. Donc, sous-entendu, il a tellement de boulot, c'est ça son argumentation, hein, il a tellement de boulot personnel que il ne voit pas comment en plus il pourrait corriger des cahiers. Bon. CPC, enfin, c'est pas normal. C'est vrai que les corrections, eux, à ces niveaux de classe, on en a, c'est nombreux, hein. Donc là, on voit bien que par rapport au T2, le CPC, il est extrêmement mal à l'aise, il est en position basse par rapport au débutant qui a toutes les raisons pour justifier ce qu'il est en train de faire. Mais si vous voyez ce « on », à ces niveaux de classe, on en a. C'est-à-dire que le CPC s'englobe avec le T2, non pas dans la posture de quelqu'un qui supervise, mais dans la posture d'un enseignant qui dialogue avec un collègue
il se mit en position basse de collègues qui discutent avec collègues en disant bah, malgré tout, bien sûr, c'est normal le boulot qu'on a à faire. T2, oui. Le CPC insiste. On en a beaucoup, sous-entendu. Oui, mais j'ai un collègue de CE2, de CM2, qui me disait qu'elle sortait le soir, elle avait quasiment rien à corriger. Donc on voit là qu'on a, encore une fois, un débutant qui s'appuie sur une collègue pour justifier la façon dont il se positionne par rapport au travail. Il dit, moi, je fais comme les autres. Il faut dire aussi que ce débutant avait une très bonne place dans le contexte de l'école, parce qu'il organisait des voyages, et donc c'était un jeune monsieur qui avait vraiment une aura dans l'équipe d'enseignants, et ce n'est pas étonnant. Donc on voit encore une fois l'effet de contexte qui arrive dans l'interaction. Et donc, c'est vrai que dans ce type de situation, ça complexifie l'activité du CPC, puisque il sait fort bien que l'école, l'ensemble des collègues de l'école soutiennent fortement ce débutant. CPC. Oui, enfin, moi, ça m'étonne. Je peux te dire que tous les soirs, j'avais 2 heures de correction. Donc, bon, on voit là que comme le débutant s'est placé avec ses collègues, le CPC se positionne en tant que collègue avec le débutant pour tenter de contrer la prise de position du T2. D'accord? Donc, on voit bien, alors oui, tous les soirs, on voit le CPC qui insiste. Bon, voilà. Donc, mais on voit bien dans cet extrait combien l'activité de CPC, effectivement, se trouve en tension entre différents niveaux de lecture de l'activité de T2 et peut se trouver fortement contrarié, voire en contradiction avec ce qu'il considérait devoir lui dire à ce moment-là à propos de son activité. C'est-à-dire, une fois que j'avais fait mes préparations, donc c'est étonnant de voir qu'il fait référence à sa pratique d'enseignant, il n'est plus CPC, mais c'est une organisation interne après, mais telle que je faisais, donc il parle à la première personne, j'avais 1h30 à 2h le soir. Donc on voit le T2 qui là prend une position, je dirais, de résistance passive. Il résiste plus d'une certaine manière activement au CPC, mais il se met en retrait et il laisse d'une certaine manière parler le conseiller. C'est vrai, c'est costaud, mais ça fait partie du boulot, quoi. Après, ben, faut voir, comme je te disais, faire des exercices sur le cahier de brouillon, oui. Bon, là, s'arrête l'extrait. Mais vous voyez, on voit bien comment, là, se construit une histoire entre les interlocuteurs. On voit l'intrigue ici, puisqu'au début, donc, on a le T2 qui est en résistance active, le CPC qui est un peu assommé par ce qu'il entend de la part du débutant, et on voit comment, dans ce court extrait, il y a un basculement de l'histoire, où donc le CPC prend une position haute vis-à-vis du débutant, mais au prix de ne plus avoir une posture de conseiller, mais parler au débutant de collègue à collègue. Voilà. Donc on voit bien comment, à travers l'extrait, me semble-t-il, on a ces enjeux intersubjectifs qui viennent en tension à ce que peut avoir à dire le conseiller. Voilà. Qui est obligé de trouver des manières pour dire ce qu'il a à dire. Donc, encore une fois, au titre de la discussion sur
sur cet extrait. Il n'y a pas une réponse toute faite aux difficultés par les conseillers. Et lorsque les conseillers, au début du dispositif, étaient venus pour trouver une réponse pour chacune de leurs difficultés, eh bien, on voit bien que face à ce type de situation qui recouvre une variété de situations, on n'a pas de réponse toute faite. Dans l'interaction, on voit ce que moi j'appelle un invariant situationnel, c'est-à-dire un variant opératoire lié à la résolution de l'action dans cette situation. C'est pour ça que je parle d'invariant situationnel, qui est pour le CPC convaincre T2 que l'usage d'un cahier de mathématiques est important pour l'apprentissage des élèves. Mais dans cette interaction, on voit bien qu'il y a une tension forte entre cet invariant situationnel et ce que moi j'appelle les invariants du sujet. C'est à ce titre-là, si vous voulez, que j'ai été amené à remanier la théorie de l'activité de Gérard Vergniaud. Invariant du sujet, qui est encore un autre principe tenu pour vrai par ce conseiller, à savoir, malgré tout, même s'il n'est pas d'accord avec le débutant, c'est une idée forte que les conseillers pédagogiques ont en tête, c'est de ne pas décourager le débutant, quel qu'il soit, quelles que soient ses difficultés et quelle que soit sa posture. OK ? Donc, on voit bien qu'en ces deux registres, eh bien, forcément, ça va être amener le conseiller à faire des compromis, alors qu'il n'a pas forcément envie de faire ces compromis. Point de vue des CPC, c'est-à-dire leur analyse à eux, d'une certaine façon, ils ont été amenés à redéfinir la fonction de conseil. Du point de vue qui est le leur, c'est-à-dire de ce que mobilise l'activité de conseil. Plus le suivi linéaire d'un déroulé préconçu, alors ça c'est en référence à leur formation, où dans la formation à l'entretien de conseil, on leur avait dit, premièrement, tu laisses parler le stagiaire et tu lui demandes comment s'est passée la matinée. Donc ils ont à leur disposition, en termes de formation, un certain déroulé de l'interaction. Donc plus que le suivi linéaire d'un déroulé préconçu, l'entretien de conseil oblige le formateur à gérer un ensemble de tensions, car en donnant la parole au stagiaire, il ouvre un espace d'échange, espace demandé par les textes officiels, qui permet au novice d'expliciter sa pratique, mais aussi de résister ou de coopérer. Je trouve ça tout à fait intéressant comme définition des entretiens de conseil qu'ils ont été amenés à formaliser, parce qu'ils disent bien que dans ces entretiens de conseil, on a cette forte tension entre les prescriptions et ce qu'ils arrivent à faire en fonction des stagiaires, des débutants. Ils prennent en charge l'analyse des entretiens de conseil autour du modèle suivant. Donc ce modèle-là, d'une certaine façon, c'est un modèle d'analyse des entretiens de conseil que j'ai été amené à formaliser à partir des analyses linguistiques que j'ai menées des entretiens de conseil. Et on voit bien que ces entretiens de conseil, ils relèvent de la tension entre trois pôles. Le premier, c'est l'axe pragmatique. Alors, quand je dis premier, je fais une lecture de haut en bas, hein, ça ne veut pas dire que pour autant c'est le plus important. Donc, axe pragmatique de conduite de l'entretien, c'est-à-dire quel contenu aborder, quel volume de paroles vont être mobilisés pour parler de ce dont
de ce dont j'ai besoin de parler. Dans quel ordre, quand je parle d'épisode, dans quel ordre je vais aborder ce que je veux aborder avec le débutant, comment je vais enchaîner les thèmes que je veux aborder et comment je vais passer d'un épisode à l'autre. Comment je vais conclure ce que je vais à dire sur ce que j'ai à dire et comment je vais embrayer sur autre chose. Ça, c'est pas évident. Donc ça fait partie de ce que j'appelle l'axe pragmatique de l'entretien de conseil. Deuxième polarité, l'axe relationnel. Comme je suis, j'allais dire, à la fois gauchère et que j'ai l'habitude d'écrire de gauche à droite, mais j'ai plus envie de vous dire, comme je suis gauchère, je commence par la gauche. Axe relationnel. Donc là, c'est tout ce qui relève de l'axe qui concerne la relation entre les personnes. Est-ce que dans le rapport entre les interlocuteurs, j'identifie la quête du consensus? Qu'est-ce que je peux repérer du registre du désir d'avoir raison? Qu'est-ce que je peux repérer du souci de ménager la face de l'autre? Du souci de faire perdre la face de l'autre ou non? On a ça dans certains entretiens de conseil. Est-ce qu'on repère des autos ou des hétéro-réparateurs? Alors, qu'est-ce que c'est que les hétéros ou les autoréparateurs? C'est ce qu'on appelle en linguistique les FFA et les FTA. Qu'est-ce que c'est qu'un FFA? Un FFA, c'est un Face Flattering Act. Si je me dis à moi-même que je suis particulièrement sympathique, je fais un auto-FFA. C'est-à-dire que je flatte ma posture et ma manière d'interagir avec l'autre. Si par exemple j'adresse ça à un interlocuteur, alors c'est mon interlocuteur que je gratifie de qualificatifs qui sont positifs pour sa face, pour son image. Inversement, vous avez ce que l'on appelle les Face Threatening Acts, c'est-à-dire qui visent l'atteinte de l'image de l'autre. Et ces Face Threatening Acts, ils sont particulièrement légion dans les interactions. Alors, ils sont légion, c'est-à-dire que, par exemple, face à votre pire ennemi, vous pouvez l'agresser directement, mais généralement, on n'agresse pas directement, mais on utilise beaucoup de formules qui, l'air de rien, et quelquefois avec un grand sourire, agressent le territoire d'action de l'autre, ou même son image. Quand par exemple, pour prendre un exemple dans les interactions entre enseignants-élèves, si vous dites à un élève « Tu es sûr de ce que tu as écrit là ?» L'air de rien, c'est une remarque qui invite l'élève à reconsidérer ce qu'il a fait. Donc d'une certaine manière, c'est un FTA dans le sens où il agresse le territoire d'action de l'élève. Donc il y a dans la langue des manières extrêmement subtiles d'atteindre la face de l'autre. Bon, dans les réunions institutionnelles, en règle générale, on reste correct dans l'expression du verbe, mais à travers des formules particulièrement polies, on peut avoir un niveau de discours qui fait que eh bien, votre interlocuteur se sent mis à mal par votre prise de parole. On connaît tous ça très bien. On en a tous l'expérience. Troisième polarité en tension, l'axe épistémique. Donc l'axe épistémique, c'est le registre des savoirs convoqués, qui peuvent être du registre de savoirs expérientiels, évidemment. Savoir théorique, savoir technique, savoir procéduraux, savoir globalement professionnel, savoir
axiologiques, valeurs, éthique professionnelle, etc. Donc tout ce qui est verbalisé et qui relève du contenu des échanges. Donc, c'est un outil qui est à la disposition des conseillers pédagogiques. C'est un outil, ce modèle de lecture des échanges, et c'est un outil, si vous voulez, que les professionnels s'approprient progressivement en développant l'expérience de l'analyse de leurs entretiens de conseil. C'est celui-là qu'ils investissent progressivement dans leur propre analyse des entretiens. Donc, à travers ce deuxième exemple, on voit bien que là, dans ce cas-là, ce n'est pas l'analyse du rapport entre l'activité et tâche qui est privilégiée, mais plutôt ce qui est co-élaboré entre un formateur et un formé. C'est ça qui est en question. Donc, chaque entretien de conseil se donne à lire comme une intrigue. Je vous ai donné là l'exemple, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est l'histoire entre les interlocuteurs. Dernier point, je voudrais reprendre un extrait d'un article de 2009 qui relève d'une note de synthèse sur l'utilité du tutorat pour de jeunes enseignants. La preuve par 20 ans d'expérience est un article tout à fait emblématique puisque Chaliès, Carto, Escalier-Durand ont beaucoup travaillé sur cette question-là. Mais la citation ici que j'ai extraite de l'article, moi, me questionne dans le sens où, quand on analyse l'activité au plus près de ce qui se passe, eh bien, je ne peux pas être d'accord avec ce qui est ici formalisé. L'été, sous-entendu, les tuteurs privilégient la prescription aux enseignants en formation de solutions prêtes à l'emploi. En d'autres termes, les tuteurs interagissent avec les enseignants en formation de façon beaucoup plus modélisante, prescriptive et contrôlée qu'ils ne le pensent. Et ils font référence à un certain nombre de recherches sur la question et laissent peu de place à la réflexion constructive professionnellement pour les enseignants en formation. Ce type de relation, peu propice à la construction de l'identité enseignante des enseignants en formation, aboutit généralement à des échanges stériles marqués par une incompréhension réciproque et des occasions de formation ratées. Bon. Alors là, moi, ce que je soupçonne, c'est que toutes ces recherches qui ont été menées sur l'entretien de conseil ou sur le tutorat, elles sont basées sur des questionnaires ou sur des entretiens sur l'activité. Mais vous voyez bien que quand on s'intéresse au cœur de l'activité, quand on va la voir de plus près, on ne peut plus dire ça. Voilà, enfin c'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers cette présentation. Donc, conclusion, pour rassembler un petit peu ce que j'ai évoqué et essayer de vous expliquer clairement. Donc, une analyse de l'activité, ça suppose identifier les concepts organisateurs de l'action, de comprendre les réponses optimales à apporter en fonction de la variété des situations rencontrées. Ça suppose aussi une certaine conception de la formation, proposer des situations problèmes dans lesquelles les professionnels sont à même de conceptualiser les principes organisateurs de l'activité, les règles du métier, et le dispositif de formation que nous proposons, dit de coexplicitation, est orienté par une réflexion portant sur les conditions de l'élucidation du pouvoir d'action d'un professionnel
afin de lui rendre accessible et, s'il le juge nécessaire, un savoir quoi faire par lui-même et pour lui-même. Voilà. Et cette idée de par là-même et pour lui-même, moi j'y tiens particulièrement parce que ce qui m'importe et ce pourquoi, pour moi, le champ de la didactique professionnelle est un champ dans lequel je me suis particulièrement investie et correspondant à mes propres valeurs, c'est cette idée que une analyse d'une situation de travail, il est important de la mettre au service des professionnels. Voilà, ça c'est pour moi mon enjeu de chercheur. Voilà. C'est de développer des analyses en collaboration avec des professionnels, mais au service des professionnels. Voilà. Bien, merci Isabelle. Donc on va prendre quelques minutes peut-être pour poser des questions, commentaires, suggestions, remarques. On profite du fait qu'on est un petit comité pour profiter de la présence d'Isabelle Zinatier parmi nous. Alors, J'apprécie le passage dans un premier temps de la collecte des problèmes auprès des conseillers pédagogiques. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils sont dans une position d'externalité. C'est toujours les stagiaires. Okay. C'est toujours les stagiaires qui ne font pas ce qu'ils attendent. Les stagiaires sont rétifs à l'intervention du conseiller pédagogique. Et la problématisation les positionne dans une remise en question de leur pratique. Et je trouve que cette bascule est une bascule qui est très intéressante. Donc, ce n'était pas une question. Merci beaucoup. D'autres Alors, simplement, pour dire encore 2 mots sur les formateurs de terrain. Les formateurs de terrain, ils sont dans une position extrêmement difficile parce qu'ils sont en sandwich entre les prescriptions institutionnelles et l'activité des débutants. Donc, ils représentent à la fois l'institution, mais en même temps, ils sont collègues de ces débutants. Et de fait, d'une certaine manière, s'ils répondent à l'injonction institutionnelle, ils perdent le sentiment d'être collègues. Et inversement, s'ils sont trop près du débutant, ils ont l'impression de trahir l'institution. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas étonnée que ces conseillers pédagogiques aient fait la demande de parler de leur activité de travail. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le sentiment que les quelques jours de formation dont ils disposent ne les aident pas à véritablement faire face non seulement aux défis de leur activité, mais aussi, je dirais, à la difficulté que cette activité représente pour eux. Voilà. Bon. Donc, je pense que la recherche, si elle se met au service des professionnels, eh bien, ça veut dire qu'elle les accompagne dans la compréhension de tout ce qu'ils font déjà en situation. C'est-à-dire, c'est important d'élucider les problèmes et c'est important d'élucider aussi les stratégies que développent ces conseillers pédagogiques pour faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Vous voyez ? Bon, ce conseiller pédagogique qui prend la posture de collègue pour dire ce qu'il a à dire, d'une certaine manière, c'est une stratégie pour lui de résolution de la situation. Mais on voit bien combien il est mis en situation particulièrement délicate. Voilà, donc dire que les tuteurs, leur tendance est de prescrire, quand on voit in situ combien cette prescription qu'ils peuvent avoir en tête est malmenée dans l'interaction avec l'autre, il me semble qu'on ne peut plus le dire exactement de cette manière-là. D'autres questions ? Je ne sais pas.
Je faisais beaucoup de parallèles. Moi, je ne suis pas du tout du monde de l'éducation, mais du monde de l'intervention sociale. Et si j'avais traduit dans notre jargon cette stratégie de ne pas susciter une réaction, d'ailleurs, qui faisait partie des difficultés, hein, une réaction active ou passive de refus d'entrer en relation, eh bien, on dirait il faut à tout prix, notre vérité tenue pour vraie chez les intervenants sociaux, il faut à tout prix préserver le lien thérapeutique. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important au-delà du contenu, de la réparation du problème. Et ça faisait écho à d'autres domaines ou d'autres métiers où la relation est au cœur de l'histoire, en fait. Commentaires, questions. Je remarquais une observation d'abord que dans la formulation des questions, donc la formulation qui a été faite suite à la description des difficultés rencontrées, toutes ces questions commençaient par « comment ». Et ça m'a frappée parce que je me disais, c'est vraiment un besoin, on pourrait dire, opératoire. Hein? Comment faire? Et ce n'était pas tant un besoin exprimé en termes de connaissances nouvelles à acquérir ou à rafraîchir ou à ajouter. Enfin, ça je trouvais que c'était une évidence. Donc, dans le comment on procède, ça fait partie des préoccupations sur le terrain. L'autre chose, c'est vraiment une question. Vous avez présenté donc 3 axes d'analyse qui sont en tension, que j'ai bien suivi, que je peux situer avec l'exemple que vous avez fourni. Il y avait dans les difficultés mentionnées et la problématisation donc des différentes situations auxquelles ils sont confrontés. Pour moi, un axe important, ou peut-être que ce n'est pas un axe, c'est ça que j'aimerais savoir, c'est la finalité, dans le fond, de leur activité ou de leur action en tant que conseiller pédagogique, parce qu'il y a un contenu à transmettre, il y a un rôle qui leur est dévolu. Et ça me semblait quand même un élément important dans l'énoncé des difficultés qu'ils rencontraient, mais vous n'en avez pas fait pour autant un axe défini spécifique. Oui. Alors, concernant le fonctionnement de ces 3 pôles, en fait, ces 3 pôles, ils servent uniquement à rendre compte de la dynamique de l'interaction. C'est-à-dire leur fonction, c'est vraiment d'être des outils d'analyse de l'histoire qui se construit entre les interlocuteurs. Vous voyez? Et donc, c'est au regard de la façon dont se déroule l'interaction qu'au bout du compte, on pourra se questionner sur, eh bien, par rapport aux fins que je poursuis dans cet accompagnement des étudiants, est-ce que, d'une certaine façon, là, dans cette situation, ça correspond aux fins que moi, je m'étais assignées? Et la plupart du temps, ils vous disent que non. Ils vous disent que non. Parce qu'au jeu, confrontés à ces différentes tensions, ils n'arrivent pas à faire ce que vraiment ils voudraient faire. Bon. Et en particulier, ce qu'ils constatent dans ces entretiens d'accompagnement, c'est que souvent, donc, ils sont tirés vers une polarité en fonction de leur interlocuteur. C'est-à-dire que vous avez des débutants pour lesquels l'enjeu relationnel est très important,
soit de manière positive, soit de manière négative. Vous voyez, des étudiants, enfin des débutants qui pleurent, qui sont mal avec eux-mêmes et avec ce qu'ils font. Et puis, avec d'autres étudiants, on ne sera pas dans cette problématique-là. Donc, et votre question est très intéressante, parce qu'au bout du compte, ce sur quoi nous travaillons, c'est sur ce fameux comment, vous l'avez magnifiquement identifié tout à l'heure, c'est-à-dire leur intérêt de travailler avec moi, c'est justement de comprendre ce fameux comment, c'est-à-dire comment ça se passe au regard des fins assignées qui sont les leurs. Vous voyez? Parce que ce qui les interroge, c'est comment se fait-il que je n'arrive pas à faire telle ou telle chose? Au bout du compte, ça renvoie à ça. Et donc, ces professionnels en particulier, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet échange, dans la dynamique même de l'échange, et qui fait qu'ils n'arrivent pas à... voilà. Bon. En plus, la question des finalités. La question des finalités, je dirais qu'ils sont beaucoup plus spécialistes de moi de la question des fins poursuivies. Ce sont des professionnels qui, par rapport à ça, sont justement au clair avec ces finalités, et c'est parce qu'ils sont au clair avec ces finalités qu'ils vivent l'écart entre les fins poursuivies par leur métier et ce qu'ils arrivent à faire. Vous voyez? D'où leur questionnement sur le comment. Donc, c'est une grille de lecture qui, modestement, qui n'a pas de prétention, si vous voulez, du tout à englobalité tous les registres qui doivent être convoqués dans une activité professionnelle. Elle vise simplement à aider les professionnels à y voir un petit peu plus clair dans leur histoire avec les débutants. Voilà, simplement cela. Elle n'a pas d'autre intention que celle-là. Merci. D'autres questions, remarques, commentaires? Ouais, m'interrogeais. Donc, je m'interrogeais parce qu'au départ, vous avez bien mentionné que vous ne travaillez qu'avec des gens qui sont volontaires. Ah oui. Et ça m'a interpellée parce que souvent, quand on est en tant que formateur, on est interpellé à travailler généralement avec des gens qui sont peu volontaires. Ou, en tout cas, il y en a une proportion quand même importante dans les groupes. Alors, je ne sais pas si vous avez développé à ce sujet des façons d'appréhender le travail au niveau de la compréhension de l'acte ou de l'activité professionnelle, ou s'il y a des paramètres peut-être à tenir plus en compte, ou si on doit faire comme vous puis évacuer tous ceux qui sont moins volontaires. Mais parce que c'est aussi à deux niveaux. Il y a les formateurs. Tu sais, moi, j'interviens avec des enseignants. Donc, souvent des grands groupes d'enseignants dans lesquels on peut faire des sous-groupes. Et à l'intérieur de ça, il y a des gens aussi qui interviennent avec les élèves qui ne sont pas aussi volontaires. Donc, il y a comme ce double niveau-là. Donc, comment on peut analyser notre activité de formateur par rapport aux enseignants, puis comment travailler avec des enseignants qui sont moins volontaires quand on veut travailler sur l'activité professionnelle? Ben là encore, hein, c'est une vraie question que vous posez. Et moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne travaille qu'avec des professionnels qui le veulent. Alors, comme vous le dites fort justement, bah, dans un grand groupe, on a des volontaires et puis on a des pas volontaires. Mais dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à enregistrer sa propre activité de travail. Ça, c'est pas possible. Alors maintenant, il y a des degrés de volontaire et d'involontaire. Parce que, bon, en tant que formateur, et on en a malgré tout eu l'expérience à l'UFM, puisque ce dispositif a été expérimenté. Donc au départ, les gens, ils sont
entre volontaire et non volontaire, c'est pourquoi faire. Vous voyez, c'est-à-dire, bon, les gens, ils ont envie de comprendre aussi ce à quoi on va les engager. Bon, donc, au bout du compte, moi, je pense que ça doit être, ça peut rester une perspective qui est présentée. Bon, et puis expérimentée, mise en œuvre. Et si, au bout du compte, on a des personnes qui ne veulent pas le faire, bah, de toute façon, ceux qui ne veulent pas le faire ne le font pas. Mais au bout du compte, je pense que malgré tout, il y a, et puis ça c'est tout à fait humain et normal, les gens, les former, enfin les former lorsqu'ils arrivent sous votre responsabilité, ils n'ont pas a priori d'adhésion à être formés tous. Donc, c'est vrai que dans l'acte de formation, il y a le fait d'expliciter véritablement et ce que l'on va faire et les fins qu'on poursuit. Mais à partir de là, on ne peut pas obliger quelqu'un à enregistrer une situation qui est la sienne s'il ne le veut pas. De toute façon, ce problème-là, il reste entré. Et puis je pense que c'est une problématique de formation générale, quel que soit le dispositif que vous proposez. Avec tous les groupes de formés, vous en avez toujours qui adhèrent à cette idée de formation, et puis d'autres avec plus de réticence parce qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt de s'engager dans ce que vous leur proposez. Donc de toute façon, ça ne résout pas le problème de tout acte de formation en tant que tel, hein. Mais je comprends bien en quoi votre activité de formateur peut être questionnée par ce type de dispositif, parce qu'effectivement, moi, je choisis la facilité et je travaille avec ceux qui le veulent bien. Bien, merci beaucoup, merci Isabelle. Donc on va terminer cette conférence et la bonne fin d'année scolaire, universitaire pour celles et ceux. Non mais c'est ceux qui parlent sont. Bien, merci. Mais passer devant, j'étais à l'arrêt de bus, je sais pas arrêté. On viendra chercher des verres. Ouais. Et